Bonjour à tous et à toutes, merci pour cette invitation à parler d'innovation. Parce que c'est clair que vous n'êtes pas là pour apprendre à piloter un avion solaire autour du monde, mais nous avons dans la vie des buts, des objectifs, des rêves, des visions à atteindre. Et je pense que vous avez remarqué comme moi que très souvent quand on parle de grandes visions, on entend très rapidement notre entourage nous dire « c'est impossible, tu n'y arriveras pas ». Et quand on demande « mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrivera pas ?» la réponse est très souvent la même, parce que ça n'a jamais été fait. Et ça, c'est la réponse la plus idiote qu'on puisse jamais recevoir. Parce que ça devrait être exactement le contraire. C'est justement parce que quelque chose n'a pas encore été fait qu'il faut essayer. Sinon, ça restera toujours impossible. Mais comment est-ce qu'on passe de ce moment du rêve à ce moment où l'impossible devient possible? Et je crois que la première chose qui est très importante quand on parle d'innovation, c'est de comprendre que nous sommes prisonniers de nos vieilles manières de penser. Nous sommes prisonniers de ce que nous avons appris, prisonniers de conditionnement, prisonniers de certitudes, de croyances, de paradigmes. Et c'est ça qui nous fait croire que quelque chose de nouveau ne peut pas être réalisé. Donc la première étape, quand on veut innover, c'est de, très honnêtement, observer ce qu'on croit le plus. Quel est le paradigme de base? Et le changer. À partir de ce moment-là, on commence à être libre d'inventer. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Quand le père de mon grand-père a installé le premier téléphone en Suisse, il a invité tous ses collègues, tous professeurs d'université, il a fait une démonstration. Et ses collègues lui ont dit « c'est très joli, mais ça n'a aucun avenir ». Pourquoi? Ces gens n'étaient pas des idiots, mais ils avaient un paradigme qui disait que si on voulait communiquer avec quelqu'un, il fallait tirer un câble. Donc, tirer un câble entre chaque maison et... Bon, là, il n'y a même plus de câble. Tirer un câble entre chaque maison et chaque autre maison du monde, même des maisons de gens qu'on ne connaît pas encore, parce que peut-être qu'un jour on devra les appeler, c'est évidemment impossible, ça fait des milliards de câbles. Donc ça ne peut pas marcher, on ne verrait même plus le ciel. Quel a été le changement de paradigme? C'est l'invention de la centrale téléphonique. Complètement autre chose. Donc on voit que celui qui a révolutionné le monde de la télécommunication n'est pas l'inventeur du téléphone. C'est quelqu'un que personne ne connaît, j'ai aucune idée qui c'est, qui a inventé la centrale téléphonique. Un seul câble de chaque maison et un opérateur ou une opératrice qui connecte les appels. Quand on voit les grands exploits de l'histoire de l'exploration au XXe siècle, c'est exactement la même chose. Marcher sur la Lune, monter à l'Everest, voler dans le ciel. Ce ne sont pas des nouvelles idées, ce sont des rêves de l'humanité pendant des millénaires. Qu'est-ce qui a fait que tout à coup ça a marché? En gros, quel a été le changement de paradigme qui fait que ça a été possible? Alors beaucoup de gens vont répondre la technologie. Je serais d'accord pour l'atterrissage lunaire, mais ni pour l'Everest, ni pour le premier avion. Le premier avion était construit avec de la toile tendue sur des baguettes de bois. Donc les Égyptiens auraient pu voler il y a 5000 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ils ne l'ont pas fait à cause de la mythologie qui faisait que seuls les dieux avaient le droit de voler. Quand Léonard de Vinci a construit des maquettes d'avions grandeur nature à la Renaissance, c'est prouvé aujourd'hui qu'il aurait pu les essayer et voler. Mais il n'était pas suffisamment fou pour ça. Il aurait été torturé et brûlé par l'Inquisition. Les Népalais, les Tibétains ont vu l'Everest pendant des millénaires devant eux, mais ils n'avaient pas le droit de profaner la montagne. Au début du XXe siècle, il y a des explorateurs qui ont voulu casser les règles. Et finalement, c'est ça l'exploration, c'est ça l'innovation. C'est casser les règles parce qu'on est insatisfait du statu quo. L'explorateur est quelqu'un d'insatisfait, sinon il n'irait rien explorer d'autre. L'innovateur aussi, il se dit qu'on peut faire mieux. Par conséquent, il faut casser les paradigmes et avancer. Donc on voit bien qu'en 66 ans, on a eu une progression absolument incroyable. 66 ans, c'est vraiment court dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, il y a eu le premier avion, le pôle Nord, le pôle Sud, l'Everest, la fosse des Mariannes et la Lune. Et ça montre quoi? Ça montre que si on veut innover, il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle idée,
il s'agit d'abandonner une vieille certitude. Il s'agit d'abandonner une vieille croyance. Et là, on sera suffisamment libre dans sa tête et dans son cœur pour laisser venir quelque chose de nouveau qu'on va pouvoir développer. Quand j'ai voulu faire le tour du monde en ballon, c'était exactement la même chose. Tout le monde m'a dit « tu ne pourras jamais faire ça ». Parce qu'il n'y a jamais un ballon qui a pu voler 20 jours. Et 20 jours, c'est le temps qu'il faut pour faire le tour de la planète avec le vent. Le ballon qui avait volé le plus longtemps avait volé 6 jours. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on construit un autre type de ballon. Et en fait, on a combiné ballon à gaz et ballon à air chaud pour avoir une cellule d'hélium au milieu, pour avoir en dessous des brûleurs à propane qui chauffaient l'hélium pendant la nuit. Ça a triplé la durée de vol. Ça nous a permis de réussir le premier tour du monde en ballon sans escale. Ça a fait le plus long vol en distance et en durée sans ravitaillement de toute l'histoire de l'aviation. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'était le maximum de ce que ce nouveau paradigme pouvait faire. Nous avions décollé avec 3,7 tonnes de propane liquide et il restait 40 kilos dans la dernière bouteille quand on a atterri. Donc quand on dit que le ciel est la limite, the sky is the limit, ce n'est pas vrai. Le ciel n'est pas la limite. La seule limite, c'est le carburant. Et quand j'ai vu à quel point on avait tout juste réussi à gagner notre pari, je me suis dit que si on voulait aller plus loin, si on voulait aller plus longtemps, le paradigme a changé, c'était celui du carburant. D'où le rêve de Solar Impulse, d'avoir un avion à propulsion solaire, sans aucun carburant, qui puisse charger ses batteries pendant qu'il vole la journée, pour pouvoir passer la nuit en vol, atteindre le lever de soleil et continuer. Si vous faites un cycle, en principe, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Alors voilà ce que j'avais, une image faite par un artiste sur un ordinateur, et c'est avec ça qu'il fallait convaincre le monde aéronautique de nous aider. Le monde aéronautique m'a regardé avec un sourire poli, en disant « un avion comme ça n'a jamais existé et n'existera jamais ». C'est complètement en dehors du domaine de vol connu. Pourquoi? Parce qu'il fallait 72 mètres d'envergure, c'est-à-dire plus qu'un jumbo jet, pour 2300 kilos, c'est-à-dire le poids d'une voiture. Et on avait besoin de la puissance d'un scooter pour pouvoir voler. Ils nous ont dit que ça, c'était impossible. Et je dois dire qu'au début, on s'est senti un petit peu comme Dumbo. Vous vous rappelez ce pauvre petit éléphant avec des oreilles tellement grandes qu'elles traînaient par terre et tout le monde se moquait de lui? Eh bien, il a fallu se rappeler que Dumbo a pu utiliser son handicap, utiliser son problème pour déployer ses oreilles et devenir le héros du cirque. Et nous, on devait faire ça. On devait déployer nos ailes et prouver que c'était possible. Mais avant ça, il faut passer par un état que tous les innovateurs doivent accepter, c'est celui de l'humiliation, du découragement, du désespoir, où on se dit « personne n'y croit et j'y arriverai jamais ». Si vous vous arrêtez à ce moment-là, ça s'appelle un échec. Si vous continuez, vous avez une chance de réussir. Donc nous avons dû déployer nos ailes. Parce qu'elles étaient assez grandes, on avait la surface pour les panneaux solaires. Parce qu'elles étaient assez légères, on avait besoin de très très peu d'énergie pour voler. Mais quand on dit légère, c'est quoi? Légère, c'est que la structure de Solar Impulse, proportionnellement à la taille, devait être 10 fois plus légère, pas 10%, 10 fois plus légère que le meilleur planeur de supercompétition. Et comme le monde aéronautique n'y croyait pas, il a fallu trouver quelqu'un qui ne savait pas que c'était impossible. Et c'était qui? C'était un chantier naval. Le chantier naval qui a construit les coques des bateaux Alinghi qui ont gagné 2 fois la Coupe de l'Amérique pour la Suisse. Alors quand vous avez un pays comme la Suisse qui n'a pas d'accès à la mer et qui gagne 2 fois la Coupe de l'Amérique, vous vous dites, le constructeur doit être bon. Donc on a été le voir et il nous a dit, moi je construis votre avion avec la légèreté que vous voulez, parce que je sais utiliser des fibres de carbone. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Le premier avion à atteindre le vol perpétuel sans aucun carburant a été construit par un chantier naval. Mais ça doit vraiment nous interroger. Ça doit vraiment nous interroger de voir que l'innovation, très souvent, vient d'en dehors du système.
Et c'était exactement comme ça pour le financement de l'opération. Je crois que j'ai fait une erreur quand j'ai cherché mes premiers partenaires financiers. En fait, j'aurais dû mettre gratuitement à disposition toute la surface de l'avion et j'aurais dû coller les logos de toutes les compagnies aériennes et de tous les fabricants d'avions. Et ils m'auraient payé une fortune pour enlever leur nom. Tellement ils avaient peur que je m'écrase et que je leur fasse une mauvaise publicité. Donc en fait, qui c'est qui a financé ce projet? Qui c'est qui a amené l'argent nécessaire? C'est des assurances, c'est l'industrie chimique, ascenseurs, horlogerie, télécommunications, Google, champagne, Moët Hennessy, mais ça je dois avouer que c'était plus pour l'équipe que pour l'avion. Mais personne du monde de l'aviation et de l'énergie n'a mis d'argent. Et au début, j'étais déçu. Jusqu'au moment où je me suis rappelé que ce n'étaient jamais les meilleurs fabricants de bougies qui avaient inventé l'ampoule électrique. C'est des gens complètement différents. Dans l'automobile, ça a été la même chose avec la voiture électrique. Ce n'est pas un fabricant automobile qui a fait la première voiture électrique qui a eu du succès. C'est un milliardaire sur Internet qui n'avait aucune idée comment faire une voiture, et il a pris ce qu'il connaissait, c'est-à-dire l'écran d'ordinateur, et il a inventé la Tesla pour la mettre autour de son écran. Et aujourd'hui, tous les fabricants automobiles courent derrière Tesla, certains avec succès, d'autres pas encore, pour essayer d'avoir des voitures électriques sur le marché. Ce qui est fascinant dans toute cette histoire, c'est qu'on voit à quel point, quand on est un spécialiste, on devient handicapé. On devient handicapé par nos certitudes. On devient handicapé parce qu'on fonctionne comme ça, en ligne droite. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend à faire à l'école. C'est ce qu'on nous apprend à faire à l'université. C'est ce qu'on nous apprend à faire dans la vie. On nous dit, fais attention à tout ce qui n'est pas scientifiquement prouvé. Évite les doutes, évite les points d'interrogation, ne te remets pas en question, fonce droit devant toi avec tes certitudes et tes convictions, c'est la seule manière de réussir. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on arrive devant un obstacle, on se crache. Et on demande pourquoi la vie est tellement cruelle avec nous, au lieu de se demander pourquoi nous ne sommes pas prêts pour la vie. Alors, comment est-ce qu'on se prépare pour la vie? Eh bien, en réalisant qu'il n'y a pas une seule direction possible, il y en a des milliers. Il y a un nombre infini de directions dans la vie. Il n'y a pas qu'une seule réalité. Il y a une réalité par personne sur cette planète. Ça dépend de notre culture, de notre âge, de notre milieu social, de notre religion, de l'endroit où on habite, même de la période dans l'histoire où on a vécu. Tout ça, c'est des réalités différentes. Et si on veut innover, si on veut améliorer le monde, si on veut fonctionner avec succès, eh bien, il faut essayer toutes ces différentes réalités. Il faut essayer toutes ces différentes directions. Et parfois, prendre le risque de rater. C'est clair? C'est clair. Il y a certaines de ces routes qui ne vont pas là où on veut aller. Donc, il faut être un pionnier pour défricher des nouvelles routes, oui, mais il faut être un explorateur pour les tester toutes l'une après l'autre. Et peut-être que la meilleure manière d'expliquer ça, c'est la métaphore du vol en ballon. Pour moi, le ballon, j'adore ça. Mais ce n'est pas un sport, c'est une philosophie. Parce que quand vous êtes dans un ballon, il faut vraiment comprendre que vous êtes poussé par le vent, dans la direction du vent et à la vitesse du vent. Et vous pouvez pleurer, crier, jurer ou blasphémer, ça ne va rien changer du tout. Vous irez toujours dans la direction du vent, à la vitesse du vent. Mais ce que vous apprenez, c'est que l'atmosphère est faite de couches météorologiques très différentes, qui ont toutes une autre direction et une autre vitesse. Ce qui veut dire que pour aller plus à gauche ou plus à droite, vous devez monter ou descendre. En d'autres termes, vous devez changer d'altitude pour changer de trajectoire. Et ça, je crois que c'est ce qu'il faut apprendre à faire dans la vie. Dans la vie, on est prisonnier des vents de la vie, de tout ce qu'on ne contrôle pas, des décisions politiques, des réactions de la concurrence, des crises financières. On est prisonnier des accidents, de la maladie, des conflits. On est prisonnier de tout ce qu'on n'arrive pas à contrôler et à maîtriser soi-même. Et ça nous pousse vers l'inconnu, et ça nous fait souvent beaucoup souffrir quand on reste à la même altitude. Mais si on change d'altitude dans ces vents de la vie, c'est-à-dire si on change sa
vision du monde, si on change sa manière de penser, sa manière de fonctionner, psychologiquement, philosophiquement, spirituellement bien sûr aussi, eh bien on va capter d'autres influences, d'autres réponses, d'autres stratégies, d'autres solutions qui vont forcément nous permettre de nous rediriger différemment. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on change d'altitude? Eh bien exactement comme dans un ballon, il faut lâcher du lest. Dans un ballon, on a des réservoirs de propane vides, on a des sacs de sable, on a des réserves de nourriture, on a des réserves d'eau, et on doit passer ça par-dessus bord, si possible au-dessus de zones non peuplées, c'est quand même beaucoup mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque fois que vous balancez quelques kilos par-dessus bord, vous montez de quelques mètres. Et vous notez dans votre carnet de bord, pour chaque altitude, la direction que vous avez. Et quand vous avez fait ça depuis tout en bas jusqu'à l'altitude maximale, vous avez pour la première fois de votre vie une prédiction absolument réaliste du futur. Vous savez exactement pour chaque altitude où vous irez. Et ensuite, vous restabilisez votre ballon à l'altitude que vous voulez pour prendre la direction qui vous est nécessaire. Eh bien, dans la vie, c'est exactement la même chose. On a du lest, on a beaucoup de lest. Et ce lest, c'est ce qu'on apprend à garder et pas à jeter par-dessus bord. Notre lest, c'est nos certitudes, notre besoin de sécurité. Ce sont nos paradigmes, nos dogmes, nos croyances, nos convictions, nos points d'exclamation. Tout ça, on veut le garder. Et je ne sais pas si vous avez constaté aussi que chaque fois qu'on est dans une situation de crise, on essaye de faire davantage de la même chose. On essaye de reproduire tous les comportements qui nous ont amenés dans la crise au lieu justement de s'en débarrasser pour en inventer d'autres. Alors ce qui est fascinant dans la vie, c'est d'essayer d'observer ce qu'on a appris et ce qu'on croit le plus, tout ce qui constitue notre panoplie de certitudes, de croyances et de convictions, et essayer autre chose. Simplement essayer autre chose que ce qu'on a toujours cru et ce qu'on a toujours fait. Alors ça ne veut pas dire que cette autre chose va être mieux ou moins bien. Ça veut dire que si au lieu d'avoir toujours la même direction, on envisage l'inverse, eh bien entre les deux, on a des milliers d'options. On a toutes les altitudes et toutes les directions possibles. Et ensuite, on va choisir laquelle on veut. Alors peut-être qu'on retiendra celle du début, mais on retiendra celle du début non pas parce qu'on a l'automatisme de penser comme ça, mais parce qu'on aura décidé de penser comme ça, ce qui est complètement autre chose. Si on est capable de profondément remettre en question nos certitudes politiques, stratégiques, technologiques, éducationnelles, morales, sociales, environnementales, on a l'avenir totalement ouvert. Un petit peu comme dans un... En fait, un peu comme dans un feu d'artifice. Dans un feu d'artifice, vous avez pour chaque point une trajectoire. Et c'est quoi l'innovation? C'est quoi l'entrepreneur? C'est quoi la gestion de crise? L'artiste, l'explorateur, le pionnier? Eh bien, c'est chaque fois qu'on explore cet axe vertical, avec toutes les manières de penser, avant de répondre, avant de réagir, avant de décider, quoi que ce soit. Explorer cet axe vertical, regardez pour chaque décision quelle est la trajectoire que la vie nous ferait prendre. Et ensuite seulement décider ce qu'on veut faire. Dans tous les grands défis d'aujourd'hui, si on veut réussir à améliorer la qualité de vie sur cette planète, il faut faire le même genre de changement de paradigme. Le changement de paradigme qui, pour moi, est le plus important, si on veut parler d'environnement, c'est de voir que jusqu'à aujourd'hui, la protection de l'environnement était considérée comme quelque chose de cher, de rébarbative, qui nécessitait des sacrifices. Et ça, on voit bien que ça nous a menés dans une impasse. Ça fait 50 ans que le mouvement écologiste ne se fait pas entendre suffisamment parce que son paradigme, c'est qu'on va sauver l'humanité par la décroissance, en luttant contre la consommation, en demandant des sacrifices comportementaux et financiers.
que ce soit juste ou faux, ça n'a pas marché. Donc comment changer le paradigme? Eh bien, par exemple, en expliquant comment la protection de l'environnement peut être enthousiasmante, comment elle peut être rentable et comment elle peut permettre à nos industries et à l'humanité de se développer plus harmonieusement. Et finalement, c'était ça le message de Solar Impulse. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'a priori impossible avec des technologies propres, avec de l'efficience énergétique et des énergies renouvelables? Alors, vous vous imaginez l'expérience qui consiste à survoler un océan dans un avion solaire en volant plusieurs jours et plusieurs nuits de suite. Vous regardez le soleil et vous savez que c'est votre seule source d'énergie. C'est ça qui fait tourner vos moteurs électriques et qui recharge vos batteries. Et quand vous regardez vos hélices, à gauche et à droite du cockpit, il n'y a aucun bruit, il n'y a aucune pollution et il n'y a aucun carburant. Et vous pouvez voler aussi longtemps que vous voulez. Chaque fois qu'on a atterri avec Solar Impulse, ce n'est pas parce qu'il manquait d'énergie, c'est parce qu'on devait changer de pilote ou parce qu'il y avait une mauvaise météo devant et il fallait attendre la suite. Mais sinon, cet avion pouvait voler perpétuellement. Et quand vous êtes dans ce cockpit, il y a un moment où vous vous dites, après quelques jours de vol, « Je suis dans le futur ». C'est de la science-fiction. C'est complètement de la science-fiction. Et puis, vous regardez votre avion et vous vous dites, c'est totalement réel. Ce n'est pas du tout le futur, c'est le présent. C'est ce que les technologies d'aujourd'hui permettent de faire aujourd'hui. Et là, vous comprenez à quel point le reste du monde est dans le passé. Le reste du monde est dans le passé avec des systèmes, des technologies et des produits totalement archaïques qui ont été inventés pour la plupart en 1880 au moment du début de l'ère pétrolière. Des moteurs à combustion qui ont 27% au maximum comparé à des moteurs électriques qui ont 97% de rendement. Des maisons tellement mal isolées que ce sont des passoires énergétiques, alors qu'on pourrait avoir des maisons qui n'ont pas besoin d'énergie fossile pour fonctionner, tellement elles seraient bien isolées. Les lampes à incandescence, c'est 5% de rendement, alors qu'un LED a plus de 95% de rendement. Les radiateurs électriques consomment 4 fois plus d'énergie qu'une pompe à chaleur. On produit de l'air conditionné en fabriquant du froid au lieu de prendre le froid là où il est, par exemple au fond des océans. On produit des énergies fossiles de manière polluante pour les transporter de manière polluante et les brûler de manière polluante. Alors qu'on peut avoir des énergies renouvelables branchées sur un smart grid qui optimise la production, la consommation et la distribution de manière à pouvoir diviser par 2 l'entière production énergétique d'un pays. Alors, on veut la dernière application sur le téléphone portable le plus moderne et on se contente au niveau énergétique et environnemental de choses complètement démodées. Et c'est l'inefficience totale de ces systèmes qui cause les changements climatiques aujourd'hui, beaucoup plus que notre qualité de vie et notre standard technologique et de consommation. Plus de 50% de l'énergie qui est produite, et donc du CO2 qui est produit par pur gaspillage à cause de vieux systèmes complètement inefficients. Donc c'est pour ça que, après l'atterrissage de Solar Impulse à Abu Dhabi, nous avons décidé, comme vous l'avez entendu dans le film, « Let's take it further », aller plus loin. Et c'est quoi plus loin? C'est de passer pour nous de la phase symbolique de cet avion qui tourne autour du monde à la recherche de 1000 solutions financièrement rentables pour protéger l'environnement. Ça paraît complètement impossible, 1000 solutions rentables. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'Alliance mondiale des solutions efficientes que nous avons créée, il y a déjà 1400 entreprises qui ont signé pour venir amener leurs solutions. Ce sont des start-up, des laboratoires de recherche ou des grandes entreprises, mais ce qui est absolument incroyable, c'est de voir la qualité innovative de ces gens. Ils ont retourné tous les paradigmes énergétiques et technologiques pour amener des nouveautés totalement révolutionnaires. Et notre but, c'est de labelliser
1000 de ces solutions. Quand il y en aura plus, on continuera, mais on fera déjà un portfolio avec les 1000 premières, avec un label qui garantit leur rentabilité financière pour celui qui les produit et celui qui les utilise. Et le but est ensuite de refaire un tour du monde avec ce portfolio des 1000 solutions et les amener aux chefs d'État, les amener au gouvernement, les amener aux grandes institutions et montrer ce qui existe aujourd'hui pour permettre une implémentation beaucoup plus efficiente et propre et comment on peut être capable de protéger l'environnement tout en maintenant une croissance, mais une croissance propre, qui est bien meilleure que le statu quo sale d'aujourd'hui. Alors la croissance propre, c'est quoi? C'est une croissance dans laquelle on gagne de l'argent sans produire plus. On n'aura pas plus de voitures ou plus de maisons, mais on aura des voitures électriques et des maisons zéro carbone, et des smart grids, etc. Et en fait, le plus grand marché industriel du siècle, c'est le changement des infrastructures inefficientes par des infrastructures modernes et efficientes. Alors ceux qui sont vraiment au cœur de la possibilité d'implémenter ce type de solution, ce n'est pas seulement les civils, ce n'est pas seulement les gouvernements ou les industriels, c'est les armées. Quand on voit que l'armée américaine est le plus gros consommateur mondial de pétrole, on se dit qu'il y a un besoin d'innovation et de nouvelles technologies au niveau militaire en priorité. Et quand on voit que la plus grande partie des mises en œuvre militaires ne sont pas les conflits, mais la gestion de l'après-conflit pour rétablir la paix, on voit que là, il y a beaucoup plus que simplement de l'armement qu'il faut. Il faut mettre en œuvre tout ce qui rendra possible pour les populations locales, tout ce qui rendra possible plus de stabilité, plus de développement et plus d'enrichissement local. Alors, quand on voit qu'aujourd'hui, 30% des pays du monde s'appauvrissent de jour en jour parce qu'ils doivent dépenser des devises pour importer du pétrole au lieu de produire des énergies localement en permettant un développement local, on voit que dans toutes les régions instables, dans toutes les régions où il y a eu des conflits et dans toutes les régions où les forces armées sont là pour rétablir la paix et permettre un développement, eh bien, il y a une nécessité absolue pour l'innovation et pour ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est fascinant de voir ce que tous ces innovateurs nous amènent. Ils amènent des possibilités de désaliniser de l'eau à l'énergie solaire. Ça ne s'était jamais fait parce que l'énergie solaire est un courant qui n'est pas constant et il fallait inventer un nouveau type d'osmose. Pour purifier de l'eau, dans un nouveau système, quelques centaines d'euros, on met simplement du sel de cuisine et le système transforme ce sel de cuisine en désinfectant. On a des systèmes pour améliorer la combustion des moteurs à combustion avec des apports d'hydrogène dans la chambre du cylindre pour baisser la consommation des moteurs de 20% et les émissions de particules de 80%. On a dans tous les domaines de l'eau, de l'énergie, des villes, de la mobilité, des processus industriels et agricoles, on a des nouvelles solutions. Au niveau agricole, c'est fantastique. On dit on est condamné à polluer plus parce qu'on cultive plus. Eh bien, il y a un des membres de notre alliance qui a amené une solution qu'on a labellisée, c'est un adjuvant alimentaire pour les vaches, qui permet de réduire de 30% les émanations de méthane de l'estomac des vaches, tout en produisant plus de lait. Comment c'est lié? Ben, c'est normal. Si on est plus efficient, on produit mieux et on a moins de déchets. Et les déchets dans l'agriculture, c'est une grande partie du méthane et du CO2. Donc on voit à quel point, finalement, tout ce qu'on va pouvoir récolter comme solution vont être aussi à la disposition des forces armées pour tout ce qui est reconstruction, pour tout ce qui est maintien de la paix. Là, vous pouvez être sûr que tout est ouvert, tout est en open source, puisque nous travaillons à but non lucratif. Donc le but, c'est de faire connaître toutes ces technologies-là,
Donc, si vous allez regarder sur notre site, pour l'instant, on a 55 solutions qui sont déjà labellisées. On en a plusieurs centaines qui sont dans le pipeline en cours de labellisation. Mais tout ça, c'est pour vous. Tout ça, c'est pour ceux qui en ont besoin, puisque le but est de développer ces technologies, de les amener, de permettre leur implémentation. Donc, on voit que l'innovateur lui-même, il a fait le pas. Il sait dans quelle direction, au pluriel, aller pour trouver des nouvelles solutions. Il faut que le reste du monde fasse le pas pour avoir aussi cet esprit de pionnier, soit réceptif, suffisamment réceptif à la nouveauté et évite de se retrouver dans cette image-là. Ça, c'est la dernière image que j'ai faite dans le tour du monde avec le ballon Breitling Orbiter 3. C'est un hublot, la cabine qui est givrée par l'humidité de la nuit, et de l'autre côté, il y a un lever de soleil. Mais on ne verra jamais le lever de soleil si on ne va pas d'abord traverser la glace. Et il y a tellement de gens dans le monde, chaque fois qu'ils ont de la glace dans leur futur, qui s'arrêtent et qui préfèrent souffrir dans la glace qu'ils connaissent, plutôt que de prendre le risque de passer de l'autre côté de la glace. Donc, dans tous les grands défis, que ce soit sécuritaire, que ce soit environnemental, que ce soit énergétique, que ce soit politique, médical, dans l'éducation, dans l'égalité des genres, dans tout ce qui permet d'améliorer la qualité de vie sur cette planète, ce qu'il faut, c'est être capable de passer à travers la glace pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est identifier ce qu'on croit le plus et utiliser la crise, utiliser les challenges et les difficultés pour nous forcer à lâcher du lest, pour nous forcer à changer d'altitude et pour avoir une meilleure direction. C'est ça que je vous souhaite. C'est pour ça que j'étais heureux d'être avec vous cet après-midi pour partager cette approche, cette manière de voir le monde, en espérant que ça permettra à toutes les technologies dont le monde a besoin de pouvoir être implémentées là où il y a suffisamment de pionniers pour comprendre que c'est comme ça qu'on améliorera le monde. Bon après-midi, merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions. Si vous avez des questions dans la salle. Questions, remarques, critiques, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Donc, contradiction, bienvenue aussi. Merci beaucoup pour cette excellente... Il faut que vous parliez très près du micro et très fort parce qu'il y a du bruit derrière moi et j'entends rien du tout. Bon, et là, ça va mieux? Oui, parfait, merci. Voilà, donc merci de votre présence et merci de la transmission de ces valeurs. J'ai une petite question. Comment appréhender les potentiels conflits avec les lobbying? Parce que la question cruciale est là, en tant que développeur ou innovateur, comment éviter la confrontation, ou tout du moins bien la négocier? Je pense qu'il faut rassembler et pas cliver. Je pense qu'il faut montrer à tous quel est leur intérêt à entrer dans ce mode de pensée, dans cette transition énergétique et dans cette transition technologique. Il faut faire le moins de perdants possible. Si on considère que ceux qui polluent sont coupables, on n'a rien compris. Parce que ce n'est pas les entreprises qui polluent, c'est les consommateurs qui achètent ces produits. Donc commencer à pointer du doigt des entreprises pétrolières ou des industries en disant ils polluent, c'est mettre le problème au mauvais endroit. Je pense que nous sommes les alliés des entreprises pétrolières et des grandes industries parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, le monde change. La nouvelle génération ne veut plus travailler dans des entreprises qui polluent. La nouvelle génération veut un sens, un purpose dans une entreprise où elle travaille. Et on voit que de plus en plus, les flux financiers aujourd'hui sont en train de se désinvestir du fossile pour aller se mettre dans le renouvelable et l'efficience énergétique. Quand vous voyez une entreprise comme Engie qui fait plus d'argent dans les économies d'énergie qu'ils aident leurs clients à faire grâce à leurs services qu'en produisant de l'énergie, vous avez compris où va le monde. Le monde de ceux qui ont compris va dans l'efficience, dans le service aux consommateurs pour économiser d'énergie et être plus propre et plus efficient. Par conséquent, il y a un moment assez proche dans l'avenir
où les investissements dans les énergies fossiles et dans ce que vous appelez les lobbies vont être considérés comme des actifs pourris. Quand on comprendra que les sociétés pétrolières sont évaluées sur 100% de leurs réserves, alors qu'elles ne vont jamais utiliser 100% de leurs réserves, et que si elles exploitent la moitié des réserves, c'est déjà énorme, mais ça suffit pour faire descendre leur valorisation boursière de 50%. Et si tout le monde comprend ça en même temps, ce sera le plus grand crash boursier de l'histoire de l'humanité. Parce que tout le monde va vendre ses investissements dans le fossile, tout de suite, d'un coup. Et vous aurez un monde dans lequel on a encore du pétrole. On aura besoin de pétrole. Les sociétés pétrolières seront riches, mais le monde entier sera ruiné par une crise financière. Par conséquent, les compagnies pétrolières ne sont pas des ennemis, ce sont des compagnons d'aventure pour trouver une autre direction dans notre monde. Et l'aventure, c'est quoi? C'est la diversification. C'est le fait de passer d'entreprises pétrolières à entreprises énergétiques. C'est investir dans le renouvelable. Les défis sont fantastiques et la rentabilité est extraordinaire. La dernière centrale solaire qui a été installée ou qui est en cours d'installation en Arabie Saoudite produit de l'électricité pour 2,5 centimes le kilowattheure. C'est moins cher que le charbon, le gaz, le pétrole et le nucléaire. Donc, rien que pour des questions financières, il faut se diversifier. Quand on parle de taxe carbone, la taxe carbone, c'est quelque chose qui fait hurler ceux qui ne l'ont pas, parce qu'ils en ont peur, et c'est ce qui fait développer ceux qui l'ont. La Suède est un exemple incroyable, 135 € la tonne de CO2, c'est énorme comme taxe carbone. Eh bien, ça a rendu l'industrie suédoise plus compétitive, parce que le CO2, ce n'est pas simplement un facteur de pollution, c'est un facteur d'inefficience. Donc, si vous avez une taxe carbone, vous utiliserez moins de ressources naturelles, moins d'énergie, vous gaspillerez moins, et vous serez plus productif et plus rentable. Donc on est dans ce monde-là maintenant. Ceux qui le comprennent vont réussir. Quel qu'il soit, quel que soit le domaine dans lequel ils sont et quel que soit le lobby qu'ils représentent, ils vont y gagner. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas ça vont disparaître. Comme Kodak. Comme Kodak, une des grandes sociétés mondiales qui a lutté contre l'évolution naturelle de la photo argentique qui passait à la digitalisation et qui ont disparu. Donc il faut savoir de quel côté on veut être. Il nous reste le temps pour une dernière question ici. Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation très inspirante. J'ai une double question en fait. La première est très pratique concernant Solar Impulse. C'est un symbole magnifique, hein, j'ai eu le plaisir de voir au Salon du Bourget il y a 2 ans. Est-ce que vous pensez qu'on pourra l'appliquer à l'aéronautique en général, le transport de passagers, etc. Il y a évidemment le problème de la légèreté et le problème de la météo. Et la deuxième question, c'est concernant Nicolas Hulot. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous partagez sa vision du monde? Merci. Très bien. Alors, je commence par Nicolas Hulot, qui est un ami depuis 35 ans. Nicolas a fait une déclaration extraordinaire sur France Inter le jour où il a démissionné. Ce qu'il a dit, était réaliste et était vrai. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas démissionner. C'est parce qu'il aurait beaucoup mieux valu qu'il le dise tous les jours en tant que ministre, plutôt qu'il le dise une seule fois le jour où il part. Parce que ça fait beaucoup de bruit et tout le monde se rappelle le jour même ce qu'il a dit. Maintenant, on se rappelle qu'il a démissionné, on se rappelle déjà même plus ce qu'il a dit le jour de sa démission. Et s'il était resté à son poste, il aurait pu le dire tous les jours. Et la phrase qui dit, c'est Chevènement qui a lancé ça, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, c'est faux. Un ministre, ça doit ouvrir sa gueule et rester en place. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Ce n'est pas avec le politiquement correct qu'on réussira à changer le monde. Alors maintenant, la deuxième question, les avions électriques ou les avions solaires. Solar Impulse, c'est un avion électrique qui fabrique son énergie avec le soleil. Et on est très très loin technologiquement de pouvoir transporter beaucoup de passagers comme ça. Déjà pour transporter un seul pilote en se relayant avec André dans un cockpit avec un seul siège, c'était déjà difficile. Mais par contre, avoir des avions électriques chargés au sol par des panneaux solaires qui seraient autour de l'aéroport et des avions comme ça qui transportent 50 passagers, on est à 7 ans et 7 mois de leur premier vol. Et je peux être très, très précis parce que ça fait exactement 2 ans et 5 mois que je dis dans 10 ans. Donc le compte à rebours a commencé. Et vous verrez, tous ceux qui ont ri
de Solar Impulse, quand j'ai laissé le projet, sont tous en train de travailler sur des avions électriques. Des avions électriques pour passagers, des avions électriques pour l'armée, des avions électriques d'observation, même des taxis électriques volants pour aller d'une tour à l'autre dans les grandes villes, simplement parce que l'électricité est tellement plus efficiente, les moteurs électriques réagissent tellement mieux, sont tellement plus fiables, que c'est évident que l'avenir sera électrique. Il y a ceux qui le comprennent, puis il y a ceux qui ne le comprennent pas. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que déjà, pour la mobilité électrique, il y a des gens qui ne comprennent pas. Un bus électrique, un bus électrique pour une ville aujourd'hui, ça coûte un petit peu plus cher à l'achat au début. Mais si on compte l'entier de 10 ans de sa vie, c'est 400 000 $ de gains pour la ville par bus. Donc c'est évident que ce qu'il faut, c'est faire le premier pas, investir un petit peu plus au début, mais ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et ensuite, on récupère beaucoup plus que son investissement. Donc il y a énormément de gains à faire, c'est clair. Merci beaucoup, Dr Picard. Merci pour cette conférence. Avec plaisir, merci.